Le jeu. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire sur le jeu? On peut faire une histoire des jeux, s'intéresser à la psychologie du joueur, des joueurs ou du jeu, à la fonction des jeux dans une société donnée. On fera alors de la sociologie, de l'anthropologie, s'occuper aussi de la valeur éducative ou pédagogique du jeu. On fera alors des sciences de l'éducation. Ces approches ou disciplines existent, mais il est plus délicat de trouver une théorie philosophique achevée du jeu. On trouve bien une théorie des jeux, c'est une théorie mathématico-économique, non philosophique. Pourtant, le jeu intéresse la philosophie, même si elle ne s'y est pas beaucoup intéressée elle-même. Les jeux, un jeu, tout le monde sait ce que cela signifie. C'est un dispositif artificiel, institué, avec ses règles, son but, ses joueurs. En même temps, l'activité de jouer ne se réduit pas au jeu pris en ce sens. On peut jouer sans forcément jouer à un jeu au sens d'un dispositif artificiel existant. Pensons au jeu de l'acteur, au jeu de mots, au jeu du violoniste. Le mot « jeu » en français présente une difficulté particulière. Il désigne aussi bien une chose, plutôt un dispositif, un jeu, avec ses règles, qu'une activité, le fait de jouer, sachant que cette activité est plus large que le fait de jouer à un jeu existant. Si on veut définir cette activité qui consiste à jouer, au sens large du terme, on peut essayer de faire le tour, de dresser la liste des activités auxquelles on s'adonne alors. Faire la cuisine peut être un jeu pour un enfant. L'amour peut être un jeu pour un adulte. Le problème, on le voit rien que dans ces deux exemples, est qu'une activité qui en elle-même n'est pas un jeu peut être vue ou accomplie comme un jeu. Le jeu désignerait moins un certain type d'activité bien déterminée que la manière de prendre, de voir, de considérer une activité. Du même coup, à la limite, toute activité ordinaire pourrait devenir un jeu, pourrait être prise comme un jeu. Comment distinguer alors parmi les activités humaines celles qui sont des jeux de celles qui n'en sont pas et ne pourraient jamais le devenir? On sent qu'il est question ici de limites, de dedans et de dehors, de délimitation. Qu'est-ce qui est jeu et qu'est-ce qui ne l'est pas? La réponse paraît évidente quand on prend le jeu au premier sens, les jeux existants. Elle semble plus problématique quand on considère le sens plus large du mot jeu, qui pourrait alors s'étendre à toute chose. Où et quand y a-t-il jeu? Je partirai de cette question en considérant d'abord l'activité qui consiste à jouer à un jeu, compris comme un dispositif institué, pour interroger les conditions d'une démarcation claire entre ce qui est jeu et ce qui ne l'est pas, avant d'interroger la possibilité qu'il y ait du jeu partout, et de voir à quelles conditions une telle idée pourrait être soutenue. Alors, où et quand y a-t-il jeu? Les jeux ont un temps propre et souvent un espace distinct. Distinct de quoi? On pourrait dire qu'on joue quand on ne travaille pas, que le jeu est une activité qui correspond au temps du repos, du loisir, et qui doit être circonscrite à ce temps-là, sous peine de ne plus être un jeu, et de remettre en question la nature même de l'activité qui s'y oppose, le travail. Certes, mais le texte d'Aristote que je vous ai proposé invite à nuancer cette opposition du jeu au travail. Le jeu est conçu par Aristote comme un moment de relâchement, de détente, qui est utile et salutaire au milieu des travaux. C'est donc au sein des activités contraignantes et fatigantes, tant pour l'esprit que pour le corps, que la place et la fonction du jeu sont définies. À ce temps double du travail et du jeu s'oppose le repos ou le loisir, plus exactement, que l'on ne peut employer à jouer, sans quoi on risquerait de faire du jeu le but même, dit Aristote, de la vie. Il faut entendre que le repos ou le loisir, tel que l'entend Aristote, n'est pas défini dans sa relation au travail, mais implique un temps réellement libre, qui doit pour cette raison être occupé à des activités elles-mêmes réellement libres. Ce que n'est pas le jeu, qui reste contraint dans le sens où il est nécessaire pour travailler, puisque le délassement est nécessaire pour poursuivre une activité pénible. Il y a, selon Aristote, et sans doute pour beaucoup de philosophes, des activités plus nobles que le jeu, et dont la valeur justifie qu'on s'y consacre durant le temps réellement libre, celui du loisir ou du repos, selon la traduction.
En tout cas, il semble qu'il faille circonscrire et délimiter clairement la place du jeu pour que le mot « jeu » ait un sens. Ce qui est jeu et ce qui ne l'est pas sont toujours définis l'un par l'autre. On ne parle de jeu que dans le contraste possible avec ce qui n'est pas lui. Opposé au travail, mais peut-être plus encore à l'existence ou à ce qui serait susceptible de donner à celle-ci un sens véritable, si l'on suit Aristote. Alors aujourd'hui, la distinction d'Aristote qui prétend que le temps du jeu n'est pas celui du loisir nous paraît bien étrange. On entend par le jeu un moment de récréation, de divertissement, que l'on identifie clairement au repos ou loisir. Le plaisir du jeu tiendrait dans ce relâchement, dans cet amusement dont la valeur serait estimée en comparaison avec la contrainte des activités sérieuses. Soulignons qu'apparemment, il n'y a pas de jeu sans plaisir. Et on peut en tout cas reconnaître que ce plaisir spécifique ne doit pas devenir le plaisir pris à l'existence elle-même. On ne saurait faire du jeu le but de la vie, même dans une civilisation du jeu, comme semble l'être la nôtre à certains égards. Si le jeu s'oppose non seulement au travail, mais à ce qui peut donner un sens à l'existence, on dira que c'est parce qu'il s'oppose aux activités accomplies avec sérieux, comme on peut le lire dans le texte de Platon, le second texte, que je vous ai proposé, extrait du Sophiste. Quand le sophiste prétend être capable de tout enseigner, moyennant une modique somme d'argent, ce ne peut être que sur le mode du jeu. Il ne peut y croire sérieusement lui-même. Pourtant, il produit une illusion de savoir bien réelle. Alors le jeu est-il par essence ce qui est accompli de manière non sérieuse? S'agit-il d'une activité sans consistance, gratuite ou futile, qui ne produirait rien d'autre que des illusions? C'est peut-être plus compliqué que cela. D'abord, le jeu, entendu comme l'activité de jouer à des jeux, prend sérieusement place au sein des activités humaines. Sa place et son temps sont déterminés par un ordre social fixe, et il est d'ailleurs peu probable qu'un ordre social puisse se maintenir sans déterminer clairement la nature et la place des jeux qui s'y jouent. On ne joue pas avec le temps et l'espace propres au jeu. Ensuite, il y a en réalité un sérieux propre au jeu lui-même, on va le voir. Et en même temps, quand on dit d'une activité qu'elle n'est qu'un jeu, on signifie à juste titre qu'elle ne présente pas la gravité des activités ordinaires. Alors comment comprendre cette tension entre le sérieux du jeu et son aspect dérisoire ou futile? Pour éclairer cette question, il n'est pas inutile de rappeler que le jeu est proprement l'activité des enfants. En grec, d'ailleurs, le mot « jeu » est construit sur le mot « enfant ». Enfant, en grec, c'est « pais » et le jeu, c'est « paidia ». Le jeu est littéralement ce que font les enfants, ce qui, en termes d'activité, est propre à l'enfance. Alors, une nouvelle démarcation apparaît. Le jeu se distinguerait des activités dites sérieuses, car il serait propre au temps de l'enfance, bien distinct du temps, c'est-à-dire de l'âge où on n'est plus censé jouer une fois adulte. Alors, bien sûr, les adultes jouent à des jeux, mais sans doute le jeu n'a-t-il plus le même sens pour eux que pour les enfants. Et il faut peut-être se garder de projeter trop rapidement nos manières de jouer sur celles des enfants, en considérant par exemple que les enfants jouent uniquement pour se détendre, se divertir, comme s'ils avaient eux aussi à se reposer d'un travail, ou encore de se définir soi-même comme un grand enfant, parce qu'on joue aux jeux vidéo, par exemple, à 20, 30 ou 40 ans. Bref, considérons donc le jeu, et un extrait va vous être diffusé, considérons le jeu tel qu'il est pratiqué par les enfants. C'est un extrait d'un film, plutôt d'un téléfilm réalisé par Maurice Pialat en 1971, La Maison des Bois. C'est un extrait du premier épisode. Donc voilà, je vous laisse regarder cet extrait. On est armé. Allez, avance. Debout. Tourne-toi. Allez, tourne-toi. Tourne-toi. Marche. Tourne-toi. On me tire dans le dos. Je te tire dans le dos. Mais par où je veux. Allez, avance. Allez, où? Tourne. Allez. Tiens-y. Halte.
Non? Ben oui, mais tu la sais, guerre a les fini. poules, hein? La guerre a fini. Écoute, Michel, tu es affreux. Enlève ce casque, écoute. Non? Hein? Pourquoi ça te plaît de faire l'allemand, toi? Oh non, Ou le il est pas boche? bon. Oh, t'es pas beau. Ah, je voulais pas, mais... Hein, alors, bah, te laisse pas forcer? faire par les autres. Hein? Change un petit peu. En vertu des pouvoirs qui nous sont confirmés, il vous fait chevalier de la Légion d'honneur. Oh la patrouille! Dites donc, qui a volé mon casque? C'est Hervé. Hervé? Viens ici, donne-moi mon casque tout de suite. C'est pas des choses avec qui on plaisante, hein? Donne-moi ça tout de suite. Là. Tu veux encore d'aviation? Oui? Tu nous emmènes? Oui, j'emmène celui qui gagne. Attention. Quelle était la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Blanc. Blanc? Ta gueule. Allez, monte. Là. C'est pas très rembourré, mais on y va. Laissez passer les héros, s'il vous plaît. Je vous en prie. Papy, il va louper la chorale. Bien, alors je ferai une première remarque. Il est à peu près certain que des adultes ne se seraient pas mis en pleine guerre de 14 à jouer à la guerre. Le contexte est en effet celui de la guerre de 14. Les enfants sont mis en pension à la campagne dans une famille d'accueil, cette fameuse Maison des Bois. Alors il s'agit d'un jeu banal, le jeu de la guerre, mais il ne s'agit pas de n'importe quelle guerre, ni de n'importe quelle bataille, mais de la guerre des Allemands contre les Français, et la bataille assure la victoire aux Français. On a là une réalité ou un sujet évidemment éminemment sérieux. Les enfants s'amusent, il est certain que ce jeu leur plaît et qu'ils s'y adonnent librement. Mais dans le regard de l'adulte, on sent que jouer est ici beaucoup plus qu'un simple divertissement. Ce qui est en jeu ici est très sérieux. Si on considère la portée du jeu lui-même, il s'agit pour les enfants de donner sens à la guerre qu'ils connaissent à travers les expériences des adultes. De se protéger de la guerre en produisant ce petit monde du jeu qui dure le temps de la partie. Ce temps est strictement délimité par un début et une fin, le début et la fin de la bataille, et la victoire française assure en quelque sorte le happy end, qui sans doute vient aussi nourrir l'espoir et qui en tout cas donne une expression au désir. Ce sérieux du jeu, qui en fait une activité importante, vitale même pour les enfants, suppose paradoxalement que le jeu soit bien distingué des activités dites sérieuses de l'existence. Alors, avant l'extrait qui vous a été diffusé, on voit qu'il y a une délimitation stricte d'un dedans et d'un dehors du jeu. L'entrée dans le jeu est marquée, dans le film, par l'injonction et l'autorisation, l'autorité, pourrait-on dire, de l'adulte. Allez jouer dehors, ce qui veut dire quittez-nous un moment, soyez entre vous, quittez le monde des grands. Et la surveillance des adultes, même à distance, est en même temps essentielle pour que dans l'espace et le temps du jeu, dont les adultes ne font pas partie, l'imaginaire puisse se structurer pour que les choses sérieuses du jeu puissent avoir lieu sans que le jeu ne dégénère ou que le désordre ne l'emporte. On dit jeu de main, jeu de vilain. Jouer à la guerre ou à la bagarre ne doit pas être confondu avec se bagarrer. On pourrait opposer des jeux innocents, ceux par excellence de l'enfance précisément, à des jeux qui comportent des risques sérieux, comme les jeux d'argent, ces jeux dangereux qui risquent d'échapper au contrôle des joueurs eux-mêmes et de l'ordre social. Mais je fais l'hypothèse qu'il n'y a jamais de jeu complètement innocent et que le risque que le jeu déborde hors des limites strictes de sa sphère est inhérent à sa nature, dans la mesure où, même s'il n'est pas question de perdant ou de gagnant, le jeu a toujours un enjeu, qu'il soit intellectuel, pécuniaire, ou même qu'il consiste simplement à prendre du plaisir. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de maintenir fermement la limite. On n'aurait nul besoin de le faire si le jeu ne menaçait pas toujours de déborder, de laisser libre cours aux passions et de remettre en question la démarcation avec ce qui n'est pas du jeu. Si le jeu devient en lui-même passion, la passion du joueur, thème littéraire classique, on pense par exemple au joueur de Dostoïevski, il peut devenir tragique, se muer en son contraire, passer de l'amusement à la détresse existentielle. L'excitation qui fait le plaisir du jeu tient pour partie sans doute à cette conscience que l'on n'est jamais loin de basculer
On fait l'expérience concrète de la réalité du jeu quand on éprouve, souvent en soi-même, la limite avec ce qui ne serait plus du jeu. Il n'est besoin que d'observer le comportement de certains joueurs. On sent que l'enjeu, même pour une partie de cartes innocente, n'est jamais anodin ou insignifiant, qu'il est question de maîtriser des affects parfois puissants, tels l'espoir, la crainte, la joie ou la colère. Le jeu n'autorise pas et en même temps définit comme transgressif le débordement de tels affects qui doivent rester hors jeu, être sans retentissement manifeste sur le cours même de la partie. Jouer, c'est toujours agir pour le jeu lui-même, pour la beauté ou encore la pureté du jeu auquel on doit subordonner ses propres affects. Il y a dans tout jeu l'idée implicite que le jeu pourrait devenir spectacle et revêtir pour cela une esthétique particulière. Il faut donc se contenir, se maîtriser, sous peine de se laisser entièrement prendre au jeu, comme on dit, en accordant à l'enjeu une importance décisive. Il y a dans le fait de jouer à un jeu la nécessité d'entrer dedans, de s'y engager totalement, et au-dedans du jeu, de se tenir à distance, de se contenir en maintenant la conscience que le jeu n'est pas la vie, qu'il y a un dehors, bref, que ce n'est qu'un jeu. Ce n'est qu'avec la ferme conviction que ce n'est qu'un jeu que le jeu peut être une activité sérieuse. Entrer dans un jeu est donc une question de mesure très sérieuse entre le hors-jeu, le fait de ne pas s'y engager, et le fait de se laisser prendre au jeu. Dans les deux cas, on ne joue plus vraiment. L'autorité qui rend possible et institue cette limite entre le dedans et le dehors est cette inscription d'un dehors, d'une distance, quand on est dedans, est certes l'autorité des adultes, et de manière générale la continuité du cours de l'existence, assurée par les grandes personnes, on le voit dans l'extrait du film, mais plus fondamentalement encore, c'est la règle du jeu, garante de la démarcation essentielle entre le jeu et le hors-jeu. Alors on parle des règles propres à tel ou tel jeu, chaque jeu a ses règles, mais qu'il y a comme une règle commune à tous les jeux, une règle qui s'impose à toutes les autres, la règle des règles, si l'on veut, qui est en quelque sorte l'autorité supérieure des jeux. C'est l'interdiction de jouer sans règles, ou, ce qui est la même chose, de jouer sans savoir à quel jeu on joue, et de transgresser les règles, ce que le débordement des affects ou la mauvaise mesure de l'enjeu peut conduire à commettre. Accepter de jouer, c'est accepter l'autorité suprême de cette règle, qui permet par exemple d'être bon perdant, comme on dit, parce que c'est le jeu. Le jeu de la guerre renferme la règle dans son intitulé même. La règle institue le jeu. Elle permet tout simplement de savoir à quel jeu on joue et de délimiter clairement le début et la fin du jeu, c'est-à-dire de la partie, ici, le début et la fin de la bataille. Quelles sont les règles particulières de ce jeu de la guerre tel qu'on le voit dans La Maison des Bois? On sent bien que ce type de jeu est très différent d'un jeu d'échecs, par exemple, où les règles sont écrites et exigent un apprentissage consciencieux. Mais les règles sont bien présentes, même si elles sont tacites et que les enfants n'ont pas besoin de se les dire. C'est ce qui fait la spontanéité du jeu enfantin, la capacité d'inventer des règles au sein du cadre strict de la règle du jeu. S'il s'agit du jeu de la guerre, il est certain qu'il faut déterminer la nature des deux camps en conflit. Les règles particulières peuvent changer d'une partie à une autre, mais ce qui reste fixe est que les camps doivent être déterminés, clairement qualifiés, que les places ou les rôles doivent rester les mêmes au cours d'une partie. Les places, allemands et français, dans le film, sont fixes dans la partie. Mais on pourrait imaginer, par exemple, qu'on devient allemand, qu'on change de camp au bout de 3 coups de fusil, par exemple. Il s'agirait alors peut-être d'un autre jeu, sans doute pas exactement celui de la guerre, mais de la collaboration, par exemple. Si dans une partie on s'écarte de la règle, ou qu'on la nie, si celui qui joue le Boche se met à changer de camp en cours de route, c'est pas du jeu, c'est pas de jeu, comme disent les enfants, qui sont porteurs et garants eux-mêmes du sérieux et de l'autorité de la règle. On s'est mis hors jeu et le jeu s'interrompt. Si on répond « oui, mais c'est une autre règle qui prévaut maintenant », il faut arrêter le jeu pour le recommencer. On n'invente pas de règles nouvelles en cours de partie, le jeu doit être continu pour qu'on sache à quoi on joue. Si l'agressivité prend le dessus, qu'on se laisse prendre au jeu, ce n'est plus un jeu non plus.
Donc il faut des garants de la règle dans un jeu, qui peuvent être les joueurs eux-mêmes, dans la mesure où ils sont en mesure de faire valoir une institution, une autorité suprême qui dépasse leurs intérêts propres dans le jeu, qui peuvent aussi être ces garants des arbitres, comme dans un match de foot, où les occasions de fauter, de s'écarter de la règle sont nombreuses, étant donné que, comme dans tout sport, l'énergie physique que le jeu exige de déployer menace toujours de déborder. On sent la corrélation étroite qu'il y a entre la règle du jeu et la notion de partie. Jouer à un jeu, c'est toujours faire une partie. D'ailleurs, quand un enfant demande à un adulte de jouer avec lui à un jeu, il s'agit toujours de faire une ou plusieurs parties. Ce qui assure au jeu sa clôture et sa continuité interne, la continuité de son déroulement et le fait qu'il soit par là bien distingué des activités sérieuses de l'existence, est le fait qu'on joue toujours une partie avec un début et une fin. Le temps de la partie est proprement le temps du jeu, en cela clairement circonscrit. Et la règle du jeu doit demeurer identique pour qu'on puisse jouer et rejouer au même jeu, c'est-à-dire faire et refaire une partie. La condition de possibilité pour qu'il y ait des parties, toutes différentes entre elles, est la permanence de la règle. Si la règle permet de constituer clairement un dedans et un dehors du jeu, elle permet aussi de distinguer le jeu des autres activités de l'existence. Le jeu se distingue d'abord des activités qui ont pour principe la nécessité vitale. Dans le film, on joue après le goûter, une fois qu'est réglée la question des besoins. Il se distingue sous un autre aspect fondamental du cours ordinaire de l'existence, dans la mesure où c'est pour de faux, pour du beurre. Cela peut vouloir dire deux choses étroitement liées. D'abord, contrairement aux activités ou aux actions ordinaires de l'existence, le jeu ne porte pas à conséquence. Ensuite, l'entrée dans le jeu suppose le passage ou la transition d'une modalité d'action à une autre, différente, où l'on fait comme si. Alors d'abord, le jeu est le propre de l'enfance, dans la mesure sans doute où il ne porte pas à conséquence. Y entrer, c'est toujours savoir qu'on en sortira, que le jeu aura une fin, et que dans le retour à la vie ordinaire, on n'aura pas à subir les conséquences ou les effets du jeu. Plus la règle du jeu, dans la mesure où elle définit les conditions de possibilité d'une partie, se détermine par rapport à une extériorité, celle du hors-jeu, où les joueurs ont toujours la possibilité d'aller. On peut à tout moment arrêter de jouer, sortir du jeu, l'interrompre, sans avoir à se justifier. C'est en ce sens qu'on peut entendre le jeu comme une activité dérisoire ou futile, propre à l'âge où les responsabilités sont encore ignorées, où on n'a pas encore de compte à rendre. Cette discontinuité entre la vie, où les actes ont des effets souvent importants et durables, et le temps du jeu, le temps d'une partie, où les actes sont sans conséquence sur la vie, est essentiel au plaisir pris à jouer. Rien n'est grave s'il s'agit d'un jeu. Dans le jeu, rien ne peut nous arriver. On est en quelque sorte à l'abri des maux réels de l'existence, et quand le jeu est fini, même si on est mort à la fin, le cours ordinaire de l'existence est resté intact. Mais cette inconséquence du jeu, si l'on peut dire, cette gratuité, cette absence de gravité, ont encore une fois des conditions strictes avec lesquelles on ne joue pas. Il faut en effet d'abord accepter de passer à une modalité nouvelle ou différente d'action, qui est signalée comme une condition d'entrée dans le jeu. On connaît les paroles des enfants, on dirait que, on ferait comme si on était. Sans ce consentement, tacite ou express, le jeu est impossible. Consentir à faire comme si, et dans le jeu de la Maison des Bois, il s'agit clairement d'un jeu de simulation, de mime, qui apparente tout jeu symbolique propre à l'enfance à une forme de représentation, de théâtralisation de la vie des adultes. Consentir à faire comme si exige tout à la fois engagement et distance, détachement. Il faut s'engager dans une modalité différente d'action qui est celle du conditionnel, de l'irréel. Mais l'irréalité propre au jeu n'est pourtant pas de pure fantaisie. Jouer n'est pas rêver, mais agir réellement. Et d'une certaine manière, donner consistance à ses désirs dans l'action du jeu, dans la Maison des Bois, la victoire de la France sur l'Allemagne et la fin de la guerre. Toutefois, les actions que l'on accomplit dans le jeu ne sont pas vraiment nos actions. C'est la distance sérieuse ou encore le détachement
auquel il faut consentir pour entrer dans le jeu et qui n'est possible que par la règle. On n'agit pas soi-même dans un jeu, mais en vertu des exigences d'un rôle ou dans la mesure où on fait faire des actions à un élément du jeu qui symbolise notre place en lui, comme un pion, par exemple, ou un avatar dans un jeu vidéo. Les rôles sont toujours fixés de manière claire dans le jeu, et on le voit ici, dans l'extrait du film, le Boche et les autres, les places sont marquées, ainsi que les objets. On fait comme si un assemblage de morceaux de bois était un fusil, et ça devient un vrai fusil dans le jeu. C'est pour de faux, ça ne compte pas, et en même temps, chaque élément du jeu compte, et on ne fait pas faire n'importe quoi à son personnage, sous peine d'être hors jeu. Dans le jeu, je suspends ma capacité d'accorder à mes actes un sens qui me soit propre, qui vienne de moi, qui soit vraiment mien. Quand je déplace par exemple ma tour aux échecs, je la déplace comme on doit déplacer une tour aux échecs. Quand un des enfants meurt, il le fait comme on doit mourir quand on joue à la guerre. Il n'y a nulle indétermination dans un jeu, contrairement à l'existence, nulle part laissée à la décision ou à l'arbitraire des joueurs. On ne pourra pas dire « Tiens, là, c'est une configuration qui n'est pas prévue par la règle, que fait-on » alors que c'est une question que l'on peut se poser régulièrement dans le cours ordinaire de l'existence. Ça ne signifie pas que le jeu soit un ordre statique où rien n'arriverait, où le déroulement de la partie serait déjà écrit. C'est précisément parce que les règles sont fixes et assurent une sorte de clôture du jeu que les parties peuvent s'y dérouler et produire à chaque fois quelque chose de nouveau, voire d'unique, qui relève même de l'improvisation, comme on le voit dans la Maison des Bois. Les règles dans un jeu sont donc constitutives et non extérieures aux actions qui peuvent y être accomplies. Si j'ignore les règles du jeu, je ne sais pas quoi faire. Et pas seulement, je ne sais pas comment faire. Si on me dit le but du jeu aux échecs est d'avoir le roi, par exemple, et qu'on me dit ensuite « bon, mais tout n'est pas permis, voilà ce qui est interdit », je ne saurais pas pour autant que faire de mes pions. Dit autrement, il y a entre les règles et le but une corrélation étroite. On ne peut comprendre le but du jeu si on ne connaît pas les règles. On entend habituellement qu'une règle limite nos possibilités d'action. Ce n'est pas la signification du mot « règle » ici. La règle ne se surajoute pas aux actions possibles dans le jeu pour les encadrer. Elle informe toutes les actions dans le jeu, les rend possibles et sensées. Ce pourquoi il faut apprendre à jouer, même au jeu de la guerre. Le plaisir pris à jouer ne vient donc pas d'un vague sentiment de liberté, mais de la soumission aux règles, du fait qu'il n'y a rien qui ne soit prévu par la règle dans ce qui peut arriver dans le jeu. Cette distance permise par la règle est aussi l'occasion d'une maîtrise, et pas seulement d'une soumission aveugle. Maîtriser la règle et se maîtriser soi-même grâce à elle, c'est avoir le jeu en main. Il y a donc dans le détachement l'idée que ce ne sont pas vraiment mes actions et l'idée que je maîtrise, avec plus ou moins d'aise et de talent, les règles de telle manière que j'en viens à les oublier. Elles deviennent ma manière de jouer, mon style de jeu. Le fait que le jeu n'existe pas réellement en dehors des parties est la raison pour laquelle on n'est jamais seul à jouer. Si j'invente un jeu auquel, admettons par définition, je suis le seul à pouvoir jouer, ce n'est plus un jeu. Un jeu suppose de pouvoir donner lieu à des parties dont le nombre est indéterminé. Il faut donc que d'autres que moi puissent, s'ils le veulent, faire une partie. Le jeu lui-même est sans fin dans la mesure où il existe à travers des parties qui ont toujours un début et une fin. Pensons au jeu d'échecs, il existe sous des formes certes très différentes, mais sans doute depuis l'Antiquité. Un jeu se transmet, on en hérite. Entrer dans la partie implique de pouvoir faire partie, d'appartenir à une petite société ou communauté qui se constitue autour d'un ou de plusieurs jeux, comme dans un cercle ou un club. Il y a dans tout jeu de quoi faire société, et sans doute le sentiment d'appartenance n'est-il pas étranger au plaisir pris au jeu. Un jeu, c'est aussi une société d'initiés, avec ses codes propres, ses rituels, ses mises en scène. Le jeu de la guerre est ce qu'on appelle un jeu symbolique, mais la notion de symbole entre peut-être dans toute espèce de jeu. Tout du moins faut-il s'entendre sérieusement sur ce qui représente quoi dans le jeu. Le jeu par la règle est donc fondamentalement un dispositif conventionnel.
Les conventions ou les codes propres à tout jeu ne sont pas librement inventés par les joueurs, comme si la réalité du jeu elle-même était abstraite du sens de l'existence et des valeurs alors soutenues par une communauté donnée. La démarcation entre le jeu et les activités sérieuses, celle de l'existence, est toujours en même temps une inscription déterminée dans une culture, dans un système de normes, de symboles et de valeurs, dans un contexte historique précis. L'histoire des jeux reflète en ce sens l'histoire des cultures elles-mêmes. Pendant la guerre de 14, les jeux de guerre étaient bien sûr fréquents chez les enfants. On ne peut jouer à la guerre aujourd'hui de la même manière car la réalité de la guerre a changé. Mais c'est en tout cas quand la réalité de la guerre est omniprésente qu'il s'agit de s'en éloigner par et dans le jeu lui-même. Ainsi, le jeu s'inscrit dans le cours ordinaire de l'existence, comme s'il s'agissait de le suspendre, le temps d'une partie, et il s'inscrit en même temps dans une époque dont il est comme le reflet. En ce sens, comme le dit Théétète à l'étranger dans le Sophiste, dans l'extrait que je vous ai proposé, c'est l'imitation qui est la forme de jeu la plus adroite et la plus amusante. Le jeu se démarque de la vie en proposant toujours une image, une imitation qui permet, au sein d'une partie, de la mettre à distance et aussi de lui conférer un sens, de se l'approprier, de l'intégrer aux représentations en constituant, dans le temps de la partie, comme un petit monde clos et signifiant. Ce qui n'est pas jeu, n'est pas éloigné du jeu, ne tient pas une place à part, mais assure le contexte du jeu, sans lequel la règle ne pourrait être instituée comme dispositif conventionnel. C'est la raison pour laquelle il est problématique de parler de jeu chez les animaux. Imitation, le jeu s'affranchit en même temps, dans le présent de la partie, du temps qui passe, en donnant l'image d'une sorte d'éternité. Si la manière dont on joue et ce à quoi on joue est toujours inscrit dans une culture, la vitalité du présent propre à la partie peut être rejouée sans fin, présentant toujours le même présent, quoi qu'il arrive, et quel que soit le contexte historique. Il y a donc dans le jeu quelque chose d'invariablement présent, une permanence, voire l'image d'une éternité qui n'est possible que là, dans le temps de la partie. On peut recommencer à l'infini, les résultats des parties précédentes ne pesant pas sur le déroulement des parties suivantes. Toute partie nouvelle est un recommencement depuis le début. Le temps propre au jeu, c'est donc le présent, sans cesse renouvelé, un présent dont on ne fait l'expérience que dans le jeu, un présent sur lequel ne pèsent pas les effets du passé. Le sentiment de vitalité ressenti quand on joue fait comme éprouver le processus vital du corps qui se refait, selon les mots de Kant. Jouer, c'est donc se sentir vivant. Le jeu, entendu comme partie, est tout sauf un ordre statique. Cette vitalité du jeu est rendue possible par la règle qui ne varie pas. Dans l'existence, au contraire, il n'y a qu'une partie unique. Ce n'est donc peut-être pas vraiment une partie, et l'existence est peut-être vraiment tout sauf un jeu. Alors, j'ai tâché jusqu'à présent d'élaborer les conditions sous lesquelles il y a jeu. Je vais maintenant m'intéresser à un exemple particulier de jeu, les jeux vidéo, pour éprouver les distinctions, les démarcations que je viens de poser. Je le dis tout de suite, je ne suis pas une spécialiste des jeux vidéo, mais je pense qu'ils peuvent intéresser la philosophie en mettant à l'épreuve le sens du jeu dans ses rapports à l'existence. Je ne vais pas entrer dans le débat qui consiste à se demander si les jeux vidéo sont bons ou mauvais, mais simplement tenter de voir s'il y a là une nouvelle conception du jeu qui ne serait plus en discontinuité avec les autres activités de l'existence, justement. Alors, la grande nouveauté du jeu vidéo est qu'il ne se caractérise pas d'abord en termes de partie, contrairement au sens du jeu que je viens de développer, mais en termes de durée de vie, ce qui est très différent. Alors, je n'entrerai pas dans la distinction entre les jeux d'arcade et les jeux de salon, mais on pourrait dire que jouer à un jeu d'arcade, c'est faire une partie. Mais en tout cas, on joue de plus en plus chez soi aussi. L'espace du jeu gagne de plus en plus l'intimité du joueur. Ce qui fait que les espaces du jeu deviennent eux-mêmes relativement indéterminés, ils tendent à se diffuser. Il y a plutôt, d'ailleurs, des jeux d'intérieur de plus en plus que des jeux d'extérieur, s'agissant des jeux vidéo. D'ailleurs, le dedans et le dehors deviennent problématiques, dès lors que la connexion assure la mise en rapport dedans avec le dehors. Alors, je disais que la notion de partie devient quelque peu lâche ou floue dans le jeu vidéo.
On attend qu'un jeu vidéo dure le plus longtemps possible. La fin du jeu correspond non pas à la fin d'une partie, mais à l'usure d'un jeu. Le fait qu'il devienne obsolète et qu'il faille lui en substituer un nouveau. Alors, je vais justement pour essayer de vous montrer un petit peu ce que j'entends par là, la fin de la partie et le fait qu'il faille en permanence remplacer un jeu ancien par un jeu nouveau, diffuser donc un extrait d'un gameplay. Ça s'appelle comme ça, je ne sais pas si vous savez ce qu'est un gameplay. Oui. C'est-à-dire une vidéo d'un jeu vidéo en train d'être joué. Voilà. Donc il s'agit de Call of Duty, qui est un jeu, un jeu de first person shooter, FPS pour les initiés. Donc là, je commence donc à jouer donc avec le Ballista. On était donc en 3 contre 3 contre 3 contre 3 contre 3. J'en ai pas trop dit. 4 fois, 3 équipes de 4 fois, des équipes de 3, voilà. Pour faire donc 12 joueurs. Et j'ai vraiment beaucoup adoré adhéré à ce sniper. C'est un sniper qui me convient bien, il est rapide, il est léger au déplacement, et dépendant des atouts que vous mettez dessus, vous pouvez vraiment faire très mal. Et c'est vraiment, voilà, j'y ai joué, j'ai eu l'énorme chance de pouvoir jouer déjà à Black Ops 2 pendant 2 heures pratiquement, et je vous jure que c'est un grand bonheur, un grand bol d'air de pouvoir changer de Call of Duty, de Modern 3, parce que, je vais pas vous le cacher, Modern 3, on arrive un peu sur la fin, et je commence à avoir envie de nouveau, hein, ça me paraît normal. Là j'ai essayé d'essayer Gatshot pour voir si c'était possible. Je vous assure, c'est possible. Là j'en ai rentré un plus tard, mais j'étais malheureusement pas en train de filmer. Mais on peut les faire. Et voilà, et c'est clair que voilà, les quickscope comme vous venez d'en voir un, passent très facilement. Il y a les hitmarkers. Ça c'est évident, ça changera pas, c'est normal. Et également dans ce nouveau Call of Duty, la santé est plus élevée, c'est-à-dire qu'on meurt beaucoup moins rapidement. Si vous vous souvenez, enfin pas si vous vous souvenez, vous y jouez encore à Modern 3, vous prenez une MP7 en face de vous qui est silencieux, vous passez de vie à mort. Je veux dire, il n'y a pas le temps d'avoir l'écran rouge. Donc là je fais juste un rapide arrêt sur image pour montrer que c'est l'insertion tactique. Elle ressemble à ça, parce que souvent on m'avait demandé mais est-ce qu'il y a l'insertion, etc. Donc voilà l'insertion tactique. Et donc je disais, voilà, donc dans MW3 vous passez de vie à mort en une fraction de seconde, c'est-à-dire vous n'avez même pas le temps d'avoir l'écran rouge, que là vous avez vraiment largement le temps. Là je l'illustre bien d'ailleurs, vous avez vu, je me suis pris 2 balles, et je suis pourtant pas mort aussi rapidement que ça. On voit bien évidemment le contraste avec le jeu de la guerre de la Maison des Bois. Il ne s'agit pas de la même culture. On voit bien ici que le type de jeu et la manière de jouer reflètent toujours une culture, une civilisation. Alors la communauté de joueurs est là. On croit que les jeux vidéo se jouent seuls et que ce seraient des jeux solitaires. Absolument pas. Il y a une communauté de joueurs, là, il le dit au début, d'équipe de 3 contre 3, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, les jeux multijoueurs, les jeux en réseau, font qu'on ne peut pas dire que le jeu vidéo est un jeu qui enfermerait l'individu sur lui-même. En tout cas, il développe un autre type de rapport à autrui, ça c'est certain. Et alors, quelques remarques à propos de cet extrait. On sent qu'il y a bel et bien un dispositif conventionnel, comme dans tout jeu. Quand il parle de la mort, qui dit ici on meurt moins rapidement, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a bien l'idée que le jeu institue comme ça une convention qui va être est-ce qu'on meurt plus ou moins vite et de quelle manière on meurt, un peu comme dans la Maison des Bois. Vous voyez, il y a le moment où l'Allemand meurt, il faut que ce soit parfaitement défini, que le temps de cette mort dure de manière tout à fait... qu'elle n'excède pas le temps qui est prévu par l'institution du jeu de la guerre. Donc il y a un temps pour mourir qui doit être clairement défini. Le temps de la mort doit être clairement défini. Et là, de la même manière, il y a un dispositif conventionnel tout à fait clair. La grande différence avec la Maison des Bois, c'est que dans la Maison des Bois, je l'ai dit, il y a toujours le risque d'un débordement. Il y a toujours le risque que finalement les enfants se fassent mal. Le jeu doit être contenu, maintenu, mais il y a toujours ce risque-là. On peut se faire mal vraiment. Alors que là, il n'y a plus du tout de risque de se faire mal. Il semble que le jeu vidéo soit par définition contenu et qu'il n'y ait absolument aucun risque d'avoir mal physiquement. Donc c'est intéressant de voir cette différence-là. Et puis, vous avez entendu que le joueur parle d'adhésion. Il adhère au nouveau sniper, dit-il. J'adhère à ce nouveau sniper.
ce qui signifie qu'il aime le produit. Hein. Ça veut dire ça, hein. J'aime ce qu'on m'a proposé. Et du même coup, la distance qui est propre au jeu semble réduite. Hein. Si jouer revient à consommer, hein, dans la mesure où il s'agit de l'activité, la consommation la plus courante hein, et la plus ordinaire de l'existence elle-même. Hein. La distance paraît également réduite par le fait que des éléments de la réalité ne sont plus détournés pour symboliser des objets dans le jeu, hein, comme on l'a vu, bon, des morceaux de bois, etc., pour faire des fusils, hein, puisque grâce à la réalité virtuelle, qui tend non pas à faire comme si, mais à faire comme, à copier, à produire des images les plus réalistes possibles, hein, la notion même de symbole semble problématique. Hein. Alors, j'aimerais, avant de revenir donc, à cet extrait, diffuser encore un court extrait. Ce sont les paroles là d'un game designer, plus exactement d'un level designer. Je ne sais pas si vous savez un peu ce que ça signifie hein, dans le processus de fabrication d'un jeu vidéo. C'est une fonction tout à fait importante. Level qui veut dire niveau, hein, qui s'assure qu'il y a des distinctions de niveau dans la manière dont le joueur peut avancer, progresser dans le jeu. Hein. Et ce level designer se définit, on va le voir, comme fabricant de monde, hein, d'une certaine manière. C'est extrait. On a la partie plus graphique qui consiste à assembler les éléments. On a des graphistes qui font des éléments et nous on les assemble pour faire le monde. On prend des arbres, des bouts de maison pour tout construire. C'est un petit peu un jeu de Lego. Voilà, alors ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est que curieusement, ce ne sont pas les règles du jeu qui sont données, qui sont fabriquées, qui sont faites, mais les éléments du monde du jeu. Ce qui veut dire que l'imaginaire est déjà entièrement rempli. J'avais dit que la règle assure au jeu qu'il n'y ait dans le jeu nulle indétermination. Mais là, ce qui est totalement déterminé, c'est l'imaginaire lui-même, puisque les éléments du monde sont faits, sont déjà tout faits. Donc l'imaginaire est d'emblée saturé par le sens déjà donné et tout fait du jeu dans la constitution pleine d'un monde. Dans ces conditions, le joueur n'a plus grand-chose à improviser ou à inventer dans le jeu, hein, ce qui est corrélatif d'ailleurs de la remise en question de la notion même de partie. Hein, parce que je vous avais dit que la partie est justement ce temps où, avec la permanence de la règle, il est possible d'inventer et d'improviser. Hein, et du même coup effectivement de nourrir ou de produire de l'imaginaire. Alors, je ne peux pas m'empêcher de faire un rapprochement sans doute abusif entre ces propos, hein, ceux qu'on vient d'entendre, et ceux qui décrivent l'activité du sophiste, faiseur de monde, hein, dans l'extrait du dialogue de Platon que je vous ai proposé. Vendre de l'image, tel est en tout cas le point commun entre ces deux fabricants marchands. Alors, il est donc étonnant, si plus rien n'est à inventer, que le joueur du sniper, hein, du début, parle du jeu qu'il est en train de jouer comme d'un bol d'air. Hein, il dit, c'est un bol d'air, c'est un véritable bonheur, parce que, dit-il, avec le jeu précédent, on arrivait sur la fin. Donc, il faut une nouvelle version, hein, constamment, un nouveau jeu qui remplace l'ancien dès que celui-ci est terminé. On pourrait dire que c'est le même jeu, mais avec des parties différentes, sauf que non, car la partie est unique, un peu comme dans l'existence. Hein. Car quand elle est terminée, le jeu est mort. Hein. Finir un jeu vidéo, c'est l'achever, hein, au sens littéral du terme. Un autre ou d'autres pourront y jouer, mais soi-même, on n'y joue qu'une fois, ou alors il faut attendre de l'avoir oublié pour que le plaisir de la nouveauté revienne, ce qui est peu probable, hein, si d'autres versions toujours plus performantes ont vu le jour depuis. Hein. Alors, je vais laisser maintenant la parole encore à un autre level designer qui assure, encore une fois, une fonction tout à fait décisive dans la production des jeux vidéo. Un bon level design, c'est un level design qui sait s'adapter aux joueurs. Et donc, il y a plein de moyens de faire ça. Effectivement, dans les jeux AAA modernes, ils tendent à être de plus en plus dirigistes parce que c'est le moyen le plus facile, je dirais, de contraindre l'expérience du joueur et de s'assurer qu'il ressent exactement ce qu'on veut lui faire ressentir. Le gameplay dirigiste, c'est quand même plus simple pour nous parce que on sait où est le joueur, on sait ce qu'il regarde et on peut lui en mettre plein la vue. L'exemple le plus simple, c'est Ubisoft. Nous, on se battait sur la vitesse de déplacement du personnage. Parce que nos maps, elles devaient durer tant de temps, il devait se passer tant de choses, et on devait avoir tant d'éléments parce qu'on a un budget, au final, temps mémoire. On s'est battu pour que les game designers augmentent la vitesse de déplacement du personnage. Parce que pour nous, c'était beaucoup plus simple. Pour régler en fait notre rythme et avoir une map
Enfin, un autre exemple, c'est dans Call of, on traverse une map. Si on avance toujours, on s'ennuie jamais. Parce que le personnage, il va super vite et en fait, les triggers sont ajustés pour que ça pop tout le temps. Et nous, on se battait pour ça en fait. Pour que ça soit pareil. Parce que c'était un peu notre directive. Faites comme Call of, hein, parce que ça marche bien. Alors là, on voyait qu'il y a vraiment un combat, une lutte, hein, dont l'enjeu est important. On se battait pour ça, on se battait pour quoi? Pour faire en sorte que le joueur continue à jouer et qu'il ait l'envie, le désir, la motivation, hein, comme on dit, qui est une notion importante dans les jeux aujourd'hui, hein, la motivation pour continuer à jouer. Alors ici, le mot d'ordre, hein, semble être de donner envie de jouer, ce qui est quand même assez curieux, hein. Parce qu'on l'a vu, hein, il n'y a pas besoin normalement de donner envie de jouer. Hein, de donner envie de jouer aux jeux nouveaux pour éviter l'ennui ou la lassitude du joueur. Ce qui paraît aussi assez paradoxal, parce qu'il faudrait dans le jeu même éviter l'ennui. Comme si le jeu était une activité ennuyeuse dont il fallait se distraire. Il faut des jeux dans le jeu. Il faut du nouveau en permanence dans le jeu. On a besoin de jeux dans le jeu, de jouer. Hein. Comme si le jeu était finalement de même nature que les activités sérieuses, contraignantes de l'existence. Alors, comme le dit le level designer, il s'agit de contraindre l'expérience du joueur, de savoir exactement ce qu'il ressent, à quel moment, hein, de contrôler du début à la fin ses affects, hein, pour qu'il puisse jouer le plus possible. Alors, il faut pour ça s'appuyer sur des ressorts psychologiques très précis pour produire une excitation permanente, par exemple ici, hein, en augmentant la vitesse de déplacement de l'avatar sur la map. La map, c'est une carte. Hein, voilà. Il n'y a plus d'improvisation possible, plus de partie, hein, mais le plaisir demeure, hein, semble-t-il, avec cette excitation, hein, toujours accrue. Et cette excitation, ces affects, leur nature est de pousser le joueur à continuer à jouer, à avancer dans le jeu, à ne jamais s'arrêter. Hein. Alors, on sait, et je n'en ai pas parlé, qu'il y a en sciences de l'éducation, mais aussi en management, hein, l'idée que le jeu peut motiver à l'apprentissage et au travail lui-même, avec l'idée qu'on peut jouer sur l'affect, hein, en particulier le désir de la récompense, hein, et entretenir avec des techniques précises l'excitation d'une tâche en faisant un jeu. Et ici encore, la discontinuité entre ce qui est jeu et ce qui ne l'est pas devient très problématique. Alors on pourrait dire qu'il n'y a plus vraiment de partie, il n'y a plus d'improvisation réellement possible, tout est contraint, l'imaginaire est saturé dans un jeu vidéo. Y a-t-il encore des règles tout de même, hein? Est-ce que la notion de règle existe encore? Est-ce qu'on peut parler d'un jeu quand il comporte des conséquences réelles, par exemple le jeu du foulard ou la roulette russe et des choses comme ça? Et aussi, ma deuxième question, c'est, vous aviez dit qu'il fallait bien différencier, il fallait bien faire une séparation entre le jeu et la vie, en quelque sorte. Mais ma question, c'était, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la vie, en prenant en compte le travail, le repos et le jeu duquel vous avez parlé, qui en fait partie, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est ce tout, le plus grand jeu qui soit, un jeu de mort en quelque sorte, et une lutte un peu désespérée pour préserver nos limites et limiter les conséquences de nos actes et restreindre nos excès, et un tout en fait, dans lequel on serait au final perdant. Alors, donc pour répondre à la première question sur les jeux du foulard, ou jeux de... Quel était votre second exemple? La roulette russe, effectivement. Bon, on entend dire que voilà, ce sont des jeux dangereux, mais là, vraiment, la limite entre ce qui est jeu et ce qui n'est pas jeu apparaît dans son caractère décisif. Parce que ça n'est plus un jeu à partir du moment où, effectivement, il y a risque de faire mal, d'étouffer, hein, quand on pense au jeu du foulard ou de l'écharpe. Ça n'est plus un jeu. Hein, et c'est donc pour ça qu'on va interdire le jeu, parce qu'on sait que le débordement est difficilement maîtrisé par la nature même du jeu. Hein. Et la règle du jeu contient, dans le jeu du foulard, la possibilité même de déborder. C'est pour ça qu'on peut dire que ce sont des jeux qu'il faudrait effectivement limiter, voire interdire, hein, parce que ce ne sont pas vraiment des jeux. Voilà. Et pour votre seconde question, mais évidemment c'est une question tout à fait intéressante et qui place la notion de jeu, qui nous fait quitter la sphère des jeux existants et qui nous permet d'accorder une dimension métaphysique, hein, vraiment à l'idée de jeu, puisque vous dites, en gros, hein, l'opposition entre le jeu et la vie est une opposition qui serait englobée finalement par un jeu plus large, qui serait le grand jeu finalement, hein, voilà, avec cette idée d'une totalité, mais
Encore faut-il, pour en arriver là, se dire que il y aurait quand même l'idée qu'il faudrait des règles. Hein, il y en a techniquement. D'accord, mais des règles qui sont ignorées par les joueurs. Hein. Et je l'ai dit, tout jeu est susceptible de devenir spectacle. Et encore plus dans votre question, parce qu'à ce moment-là, ce serait finalement... les règles seraient connues par quelqu'un qui est hors jeu. Hein, et on peut difficilement, avec cette idée-là, éviter de parler évidemment de l'être qui serait hors jeu et qui aurait fait les règles et qui saurait la fin, hein, et difficilement éviter un point de vue théologique, hein, à partir de cette question-là, hein. Et là, la métaphysique et la théologie finalement montrent leur corrélation parfois étroite, hein. Voilà. D'accord. Mais juste aussi si les jeux du foulard, parce que j'y ai pensé, justement, que, mais ça me paraît un peu paradoxal si le jeu est justement censé être défini par une liberté aussi. Donc, si c'est pas un jeu, qu'est-ce que c'est du coup, si on n'est pas en train de mettre en péril des choses qui sont plus ou moins, c'est pas juste une question de degré. Mais il faut qu'il y ait, oui, bien sûr, mais il faut qu'il y ait pour qu'il y ait un jeu aussi un plaisir qui soit pris par les joueurs, hein, justement la distance qu'ils sont capables de prendre par rapport aux activités sérieuses de l'existence, par rapport à une vraie bagarre, par rapport à un vrai lynchage, par rapport à une vraie agression. Hein. Donc, si cette distance-là n'est pas qu'elle n'est pas consciente chez les joueurs et finalement qu'ils n'y ont pas réellement consenti, ou que le consentement est problématique, c'est compliqué de parler d'un jeu. D'accord. Vous voulez dire jouer avec la vie. En fait, dans ce type de jeu interdit, on joue avec la vie. Oui. On prend le risque de mourir. Oui. Et là où il y a un risque de mort, il y a peut-être plus de jeu. C'est un plaisir quand on gagne, mais après, et on peut encore appeler ça un jeu si on gagne, mais dès qu'on perd, c'est plus du tout. Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir consenti librement au fait de perdre dans le cas. Voilà. Et il faut quand même un consentement mutuel et une entrée dans le jeu, hein, qui soit libre. Hein. D'accord. Alors, j'ai terminé la session précédente en posant une question. Y a-t-il tout de même encore la notion de règle, hein, dans un jeu vidéo, puisqu'on a vu que la règle est constitutive, hein, du jeu. Alors, qu'en est-il de la règle? On a vu que la notion de partie devenait problématique, que la discontinuité même entre les activités ordinaires de l'existence et l'activité qui consiste à jouer à un jeu vidéo devient problématique elle-même. Mais est-ce qu'il y a tout de même des règles, hein, dans un jeu vidéo? Eh bien, cela même est peut-être un peu problématique. Car pour qu'il y ait règles, on l'a vu, il faut que la transgression, hein, menace toujours, hein, le débordement, il faut que la tricherie soit possible. Il faut qu'on puisse tricher. Hein. Et la tricherie est motivée par le désir, bien sûr, de gagner. Mais que veut dire tricher dans un jeu vidéo? Si on a par exemple la solution, est-ce que c'est vraiment de la triche? Où est l'autorité susceptible de m'exclure du jeu vidéo, puisque j'arrive quand même à la fin du jeu sans problème, hein? Je ne suis pas hors jeu, hein. Je ne suis pas mis hors jeu. La machine, le programme ne savent pas que j'ai triché, hein. Et dans les jeux multijoueurs, on peut dire qu'il y a des sortes de chartes, de bonnes pratiques qui peuvent exister, mais on est tout de même assez loin de l'autorité suprême de la règle du jeu, dans la mesure où on peut jouer vraiment, semble-t-il, et pas pour de faux, c'est-à-dire sans être hors jeu, en usant de stratagèmes pour avancer plus vite que ce que les fabricants, hein, du jeu avaient prévu, et pour déjouer des obstacles. Il suffit d'être bon en informatique, hein, pour trouver des codes qui permettent effectivement d'aller plus vite, et être bon en informatique ne relève absolument pas du jeu, hein. C'est une compétence sérieuse qui ne relève pas du jeu, hein, dont on peut faire un métier, une profession, hein. Donc, alors, on reproche beaucoup aux jeux vidéo de couper de la réalité, hein, d'enfermer les joueurs dans un monde clos dont ils ne sortiraient plus. Mais le reproche est peut-être un peu facile, et on se trompe peut-être de risque. Le risque serait plutôt qu'il n'y ait plus de jeu, au sens où la démarcation, pour ainsi dire sacrée, entre le jeu et la vie, ou l'existence, paraît remise en question. Non pas d'abord parce que le monde du jeu vidéo imite si bien la réalité qu'on la confondrait presque avec elle, cela relève plutôt de la science-fiction, mais parce que dans cette réalité virtuelle, l'absence de partie, de règles véritables, permanentes, remet en question la distance entre l'activité du jeu et les activités dites sérieuses. Il n'y a plus de réelle discontinuité entre vie et jeu, et l'on passe de l'un à l'autre sans rupture.
Alors certes, on continue d'agir par l'intermédiaire d'un avatar, on n'agit pas vraiment, c'est sans conséquence, mais le temps et l'espace du jeu ne sont plus aussi clairement distincts de ceux de l'existence même. Le jeu peut à la limite prendre tout le temps de l'existence. Le risque serait alors qu'entre la vie et le jeu, il n'y ait plus vraiment de dedans et de dehors, et que le sens de l'existence ne se pose plus en lui-même. Certes, le jeu ne devient pas le but de l'existence, l'interdit d'Aristote semble respecté, mais justement, s'il n'y a plus de réel dehors du jeu, le jeu n'est plus l'occasion de conférer un sens possible à l'existence même, dont le cours serait par nature hétérogène à celui du jeu. Alors, pour aborder cette question, j'aimerais terminer par la diffusion d'extraits d'un film de David Cronenberg, un film de 1999, Existence, que vous connaissez peut-être, et qui aborde cette question des limites entre jeu et existence. Qu'est-ce que tu fais? Où est ton bioport? Oh, ne me dis pas que tu n'es pas équipé. C'est pas vrai. Non, je ne me suis jamais fait poser de bioport. Et alors? Tu veux en faire ton business et tu n'as jamais joué à aucun de mes jeux? Tu n'as jamais joué à aucun jeu. Écoute, je meurs d'envie de jouer à tes jeux. Mais j'ai une phobie, une peur phobique de la pénétration chirurgicale. Tu sais bien ce que je veux dire. Non, je suis pas sûre de comprendre. Me faire implanter un bioport. C'est au-dessus de mes forces. Je ne peux pas. Rien qu'à l'idée, j'en ai la chair de poule. On te perce la colonne vertébrale au pistolet hydropneumatique. On t'implante une prise et c'est tout. Ça se fait n'importe où, c'est comme se faire percer l'oreille. Ouais, c'est ça. Sauf qu'on a quand même une chance qui n'est pas négligeable de rester paralysé. Je me suis très bien renseigné. Eh, tu l'as choisi, ce métier. Et puis, une fois que tu es équipé, zzz, les possibilités du jeu sont infinies. Alors voilà, c'est un extrait qui peut vous surprendre si vous n'avez pas vu le film, donc j'explique un petit peu le contexte. Ce film donc est une réflexion à partir du jeu vidéo qui devient ici un système total, dans le sens où l'accès au jeu n'est possible que par la connexion organique avec un bioport. Et entrer dans le jeu est devenu, dans le film, une immersion en chair et en os. Et ce qui est drôle dans ce film, c'est qu'il est question d'un jeu vidéo, mais que le mot vidéo n'est jamais prononcé, et qu'on voit très peu de machines, d'ordinateurs. La connexion est du vivant. Elle est assurée donc par ce bioport qui suppose une intervention chirurgicale puisqu'il est introduit dans le bas du dos et permet l'accès au jeu. Et l'accès au jeu est figuré par une sorte de cordon ombilical relié à un pod, comme un pad en fait, qui assure l'interface avec le jeu et qui permet d'entrer dans le jeu. La connexion elle-même donc est du vivant et le jeu devient une incision faite dans le corps vivant. Alors est-ce que c'est encore un jeu? Donc je propose un second extrait qui est justement la pose du bioport. Le jeune homme accepte de se faire poser le bioport. Tu vois, ça t'a pas fait mal. Je ne m'attendais pas à ce que ça fasse mal. C'est l'opération suivante que je redoute. Le bioport, une fois posé, il peut entrer dans le jeu, il peut se connecter. Et donc le dernier extrait montre l'entrée dans le jeu dont le nom est Existence, tout simplement. Tu as bien dit que cette chose va se nourrir de l'énergie de mon corps. Ça fonctionne comme ça. Tu vois? Tu ronronnes déjà. Allez. Existence. Une exclusivité d'Antenna. C'est parti. Tu as quand même un petit avantage, non? Comment est-ce que je pourrais rivaliser avec la conceptrice du système? Mais tu pourrais battre le gars qui a inventé le poker, non?
C'était magnifique. J'ai l'impression que c'est moi. C'est normal, ce genre de transition. Cette sorte de doux entrelacement d'un espace dans un autre. Tout dépend du style du jeu. Il y a aussi des coupes brutales, de lents fondus, du métamorphing. C'est stupéfiant. Je n'avais pas idée. Regarde ça, tous ces jeux dont je n'ai jamais entendu parler. Mais dis-moi, j'y pense tout à coup. Tu ne m'as pas encore dit quel était exactement l'objectif dans ce jeu. Il faut y jouer pour savoir pourquoi on y joue. C'est l'avenir, Michael. Voilà, donc c'est l'avenir, hein, évidemment c'est un film de science-fiction. Et on voit dans le premier extrait hein, que le jeu ici suscite peur, répulsion et tout à la fois attirance hein, chez le jeune homme. On sent qu'il n'est pas du tout question de se détendre, hein, de s'amuser ou d'aller faire une partie de cartes hein, dans ce jeu-là. La promesse est pourtant séduisante puisque la jeune fille, hein, qui est la conceptrice du jeu lui-même, du jeu Existence, dit « Une fois connecté, les possibilités de jeu sont infinies ». Sauf que joue-t-on vraiment si on est immergé dans le jeu en chair et en os? Est-ce qu'on ne joue finalement pas rien d'autre que son propre personnage? Et une fois que le bioport est posé et qu'il y a donc entré dans le jeu, on voit que le jeu devient l'existence elle-même, puisque le jeune homme dit « I feel just like me hein, », je me sens vraiment être moi, hein, sans qu'il n'y ait plus aucune différence, aucune distance. Du moins, il y a, comme il dit, un entrelacement d'un espace dans un autre. Et on ne sait pas du même coup si en sortant de ce jeu, il pourra retrouver intacte son existence, ou si celle-ci lui apparaîtra elle-même tout aussi réelle et irréelle que le jeu. Alors bien sûr, c'est le fait que ce soit un film qui permet de montrer ça, hein, puisqu'on n'a aucun moyen en tant que spectateur de distinguer le cadre du jeu hein, du cadre réel. Là, on voit bien qu'il s'agit de la même chose. Hein. Alors, ces actions dans le jeu hein, sont bien les siennes. Hein, et on voit ici que la règle des règles est transgressée. Pourquoi? Parce qu'il serait possible de jouer à un jeu sans règles, dans la mesure où on ignore le rôle qu'on a à jouer. Quand il demande à la femme, donc, quel est le but du jeu, en fait, c'est traduit par quel est l'objectif du jeu, mais c'est quel est le but, quelle est la règle. C'est d'ailleurs étonnant qu'il accepte de jouer un jeu sans connaître le but. Elle répond cette phrase étrange, « Il faut jouer pour savoir pourquoi on est en train de jouer ». Et ce n'est plus du tout un jeu, finalement, mais une métaphore de l'existence. Voilà, c'est pourquoi le film s'appelle Existence, et avec cet intitulé du jeu vidéo qui est l'existence elle-même. Donc là, on voit bien qu'on est sorti du jeu, alors qu'on pourrait penser que c'est le comble du jeu, hein, que c'est le fantasme de tout joueur, de pouvoir être connecté à ce point qu'il entre, à proprement parler, en chair et en os dans le jeu. Alors, on voit qu'avec les jeux vidéo, la frontière entre ce qui est jeu et ce qui ne l'est pas devient problématique, que la continuité entre l'existence et le jeu devient possible. Mais j'aimerais, pour finir, hein, en conclusion, aborder avec vous un second sens de cette continuité possible. Ne peut-on dire qu'il y a finalement du jeu partout, hein, du jeu sans joueur, hein, et que l'activité du jeu est celle du mouvement même des êtres et des choses? Alors, dans la dernière partie de mon exposé, j'ai essayé de vous montrer que la démarcation entre jeu et non-jeu est essentielle, dans la première partie, hein, et qu'elle est déterminée par un ordre social où les temps sont séparés. Mais on peut faire l'hypothèse que c'est parce qu'il y a du jeu partout qu'on a besoin de le concentrer, le canaliser, de l'instituer dans des jeux avec des règles bien définies. Qu'est-ce qu'on entend alors par jeu? Quand on parle d'une machine, par exemple, dont les pièces jouent entre elles, on dit qu'il y a un jeu, le mot jeu n'a pas du tout le même sens que celui qu'on a précédemment abordé. Le jeu signifie ici l'écart, l'indétermination du rapport entre les parties qui ne se fixent pas les unes aux autres, hein, comme s'il y avait de la place pour une absence de règles, que ce n'était pas ajusté. Une porte en bois qui joue ferme souvent mal. Il faut la redresser, la réparer, comme on dit, la régler. Le jeu est alors tout sauf l'autorité indiscutable de la règle. Certes, l'existence n'est pas un jeu,
Mais on peut dire que dans l'existence, chacun joue sa partie. Sauf qu'on ne sait pas de quelle partie il s'agit. On ignore les règles, le sens de tout cela. Certains mouvements littéraires ont voulu remonter à ce sens primitif, non institué, naturel du jeu, comme le surréalisme, par exemple. Mais c'est peut-être la conviction qu'il y a du jeu dans l'existence, dans la vie. Pensons à ce fameux hasard qui semble jouer dans la production de formes vivantes nouvelles, qui rend possible le fait de jouer à un jeu. Il y a du jeu partout voudrait dire que tout justement n'est jamais joué, qu'il y a un écart entre le possible et le réel, c'est-à-dire qu'il y a du possible. Jouer pour les enfants, et je terminerai avec eux, c'est toujours faire l'expérience de certaines possibilités, encore très ouvertes, et qui le sont tout de même de moins en moins ou sur un mode différent quand l'homme, l'adulte, se fait. Donc voilà, je terminerai par... Bonjour et merci pour votre exposé. En fait, j'avais juste deux petites questions. D'abord, que pensez-vous de ceux qui n'aiment pas jouer, qui n'aiment pas les jeux de société, qui veulent pas jouer aux jeux de société? Et aussi, que pensez-vous de toutes ces valeurs morales perdues dans certains jeux? Donc, je pense pas mal de jeux vidéo, mais aussi à la chasse, qui revient à tuer juste pour tuer. Par exemple, il y a comme une espèce d'incitation à la haine. Je vois mon frère, il jouait à un jeu, les ennemis, il devait tuer donc des ennemis, et c'était clairement, c'était une population clairement définie, c'était des Russes, et il y avait comme une incitation, c'était très très clair, il y avait des grandes différences entre des personnes blanches, des personnes noires, il doit bien y avoir des conséquences sur le joueur. Et pareil, la chasse, il n'y a plus de limite à partir du moment où on peut tuer d'êtres vivants. Voilà, je sais pas, mais... Oui, c'est une question qui soulève quand même quelque part une interrogation sur l'éthique dans le monde du jeu. Est-ce que pourrait... Alors, pour la première question, qui me semble finalement peut-être plus intéressante, pas dire que la seconde n'est pas intéressante, mais plus intéressante que la première, savoir que penser de ceux qui n'aiment pas jouer. Et on sait, il y en a qui, on leur propose de jouer à un jeu de société, qui disent non, moi je n'aime pas jouer ou je ne sais pas jouer. Et c'est intéressant de voir que là, il y a peut-être quelque chose qui leur manque. Enfin, c'est pas dire qu'il y a une lacune et qu'il faut absolument aimer jouer, que le désir de jouer serait... que ce serait grave si, justement, ça n'est pas grave de ne pas jouer. Mais il y a peut-être quelque chose qui manque dans le refus de jouer, dans l'incapacité, justement, à faire comme si et à entrer, à engager des choses sans que ce soit grave. Parce que, alors, il faut savoir pourquoi ils n'aiment pas jouer. Quels sont les motifs de ce retrait ou de ce refus? Peut-être s'agit-il justement de ne pas prendre le risque de perdre. Et il faut voir que dans le jeu, on engage toujours quelque chose de soi, réellement. J'ai dit qu'on agissait par l'intermédiaire d'un personnage ou d'un avatar ou d'un élément qui symbolise notre place dans le jeu, qu'on n'agissait pas vraiment soi-même. Mais en même temps, à la fin du jeu, on ne dit pas mon personnage a gagné ou mon pion a gagné. On dit j'ai gagné, j'ai perdu. Donc il y a un enjeu ici, il faut savoir, et c'est une question d'art aussi d'une certaine manière, une maîtrise de soi tout à fait sérieuse, pouvoir s'engager entièrement et tout à la fois maintenir cette distance-là. Et si ça ne produit pas du plaisir, c'est peut-être parce que cette mesure n'est pas bien prise et qu'on ne réussit pas à faire la part justement entre l'engagement nécessaire et la distance. Qu'on reste hors jeu, qu'on n'arrive pas à s'engager, à entrer dedans, à faire comme si, ou alors qu'on a peur de se laisser prendre. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Tout à fait. C'est comme certaines personnes qui jouent une fois, qui gagnent le jeu et qui ne veulent pas rejouer au cas où voilà, c'est ça. Perdre leur... Voilà, et ce sont finalement de mauvais joueurs, enfin pas au sens où ils jouent mal, mais au sens où ils ne sont pas peut-être capables d'être de mauvais perdants, comme on dit, et une fois qu'ils ont gagné, bon, voilà. Bon, ça c'est un premier point. Et sinon, s'agissant des valeurs, vous avez dit morales, qui sont en jeu dans le jeu, vous prenez d'abord l'exemple de la chasse. Alors, il n'est pas aussi évident que ça que la chasse soit un jeu. C'est peut-être compliqué comme identification. En tout cas, il faudrait réfléchir à ce qui fait que la chasse pourrait être vue comme autre chose qu'un jeu. Comme un rituel, certainement. Alors, en dehors du fait que la chasse aurait une fonction, on va dire, vitale, ou qu'elle permettrait effectivement de tuer des animaux pour se nourrir, mais enfin, on sait que la chasse n'a pas d'abord cette fonction-là. Mais le rituel de la chasse prend place au sein
d'une certaine culture, hein, mais qui n'est pas conçu comme un jeu. Parce que qui sont les joueurs à la chasse? Enfin, on ne peut pas dire que il faut toujours jouer avec quelque chose. Hein. On voit dans tout jeu, il y a un support matériel. Ça, c'est sûr. On ne peut pas jouer sans qu'il y ait des cartes, des pions, un ballon, que sais-je, une interface. Voilà. Mais qui sont les joueurs à la chasse? Les animaux ne jouent pas, ça c'est évident. Hein. Voilà. Est-ce qu'on pourrait dire que ce sont les ludans, comme on dit, hein, ou les éléments du jeu, comme des ballons, comme des... Non, on ne joue pas avec les animaux, on les tue. Hein. Et l'issue du jeu est toujours quand même la même. Enfin, voilà, les parties de chasse se terminent toujours de la même manière, par la mort de l'animal. Et j'ai dit que dans la partie, il pouvait se passer des choses quand même parfois surprenantes, différentes, voire uniques, hein, et qu'une partie se termine parfois autrement que la partie précédente. Hein. Donc il y a certains éléments qui font penser que la chasse n'est pas un jeu, même si, dans le fait de chasser, il y a un plaisir qui est pris à l'activité elle-même, c'est-à-dire qu'on chasse peut-être moins pour tuer l'animal que pour le plaisir de chasser lui-même, mais il y a d'autres activités dans l'existence, hein, où le plaisir est pris à l'activité elle-même plus qu'à l'obtention, hein, du résultat. Hein, et ça n'en fait pas pour autant des jeux. Hein. En philosophie, c'est une grande question de savoir si on peut considérer que la philosophie est un jeu, par exemple avec les mots. Hein, bon. Mais le plaisir de l'activité philosophique ne tient pas au résultat qu'on va obtenir forcément, mais à l'activité elle-même en train de se faire. Et la chasse, c'est peut-être ça. Alors je n'entre pas, vous voyez, hein, j'évite d'entrer dans la question de savoir si la chasse est bien ou mal, ou s'il est moral ou immoral de tuer des animaux, c'est pas ma question. Mais alors, s'agissant de l'éthique maintenant du jeu de manière plus générale, c'est-à-dire peut-on jouer avec tout, peut-on jouer à tuer des individus, peut-on jouer... voilà. Oui, on peut, me semble-t-il, jouer avec tout. Et ensuite, évidemment, la qualification des camps, hein, puisqu'on voit, il est question dans le film La Maison des Bois des Allemands et des Français, la qualification des camps véhicule une conception du bien et du mal, véhicule un partage entre les bons et les mauvais qui, elle, n'est pas jouée, hein, et qui est bien, transmise par la culture, hein, dans laquelle on... Voilà. Donc, il y a quelque chose de sérieux ici, effectivement. Savoir si cette conception est bonne ou mauvaise est une autre question. Hein. Mais, me semble-t-il, on peut jouer avec tout. Parce que si on reprend l'exemple du jeu de la Maison des Bois, hein, on peut dire que là aussi... comment ça, qu'est-ce que c'est que ce jeu de la guerre? C'est quand même très violent. Et vous avez entendu que je n'ai pas parlé, hein, parce que c'est évidemment ça... Et c'est pas seulement à propos des jeux, mais à propos de l'image, hein, plus exactement qu'on dit ça, que l'image, et comme dans les jeux vidéo, il est question d'abord d'image, hein, que l'image, les images violentes pourraient entraîner ou avoir des conséquences sur la violence ou l'agressivité même de ceux qui jouent. C'est un problème qui se pose à propos de l'image, hein, plutôt qu'à propos du jeu lui-même. D'abord, et ensuite, il est peu probable, hein, que jouer un jeu vidéo de guerre développe chez le joueur une agressivité ou l'idée qu'il irait immédiatement appliquer ce qu'il a fait dans le jeu à la réalité. Quand j'ai parlé d'une continuité possible entre existence et jeu, je ne voulais certainement pas dire qu'on va reproduire dans la réalité ce qu'on a fait dans le jeu. C'est pas de cette continuité-là qu'il s'agit, c'est plutôt de l'idée qu'il n'y a plus de démarcation claire entre le principe qui consiste à jouer, hein, avec une règle, une partie, et le cours ordinaire de l'existence. Voilà. C'est plutôt ça que je voulais dire, plutôt que finalement on devient dans l'existence ce qu'on a joué dans le jeu. Bonjour. Alors moi j'aurais une question à poser. En fait, il n'y a pas très longtemps, je babysittais une petite fille qui voulait que je joue au Barbie avec elle. Et un moment, donc c'était elle qui guidait tout le jeu, elle voulait absolument pas que je donne des règles, etc. Il fallait que je me plie à ces règles. Et un moment, elle me dit, elle prend une Barbie, elle me dit, ça c'est ma mère, ça c'est moi, et moi je vais tuer ma mère dans le jeu. Et en fait, là ça me fait réfléchir parce que je me dis, j'ai tout de suite pensé au complexe d'Oedipe tout simplement. Enfin, le fait qu'elle veuille tuer sa mère donc pour garder son père. Et en fait, du coup, je me demandais, est-ce que finalement, le jeu n'est pas une manifestation de l'inconscient ou une façon de, on va dire, d'apaiser des conflits intérieurs
de façon symbolique, oui, tout simplement. Oui, c'est intéressant votre exemple, parce qu'on pourrait justement en continuité avec la question précédente se dire mais c'est terrible, on va pas jouer à ce jeu-là, c'est totalement immoral, quoi. Tu veux tuer ta mère, mais non, c'est un jeu auquel on ne joue pas. Et c'est peut-être important de se dire que dans cette meurtre symbolique de la mère, hein, le meurtre symbolique de la mère est possible grâce au jeu et dans cet espace du jeu, et que si elle ne le fait pas là, bon, peut-être qu'il y a quelque chose, évidemment, peut-être il y a quelque chose qui ne se réglerait pas aussi facilement pour elle. Et je suis d'accord tout à fait avec cette approche-là, même si, bon, je pense qu'il n'y a pas forcément d'inconscient individuel qui se manifeste dans tout jeu. On le voit dans le jeu de la Maison des Bois. Il est question d'un rapport quand même entre les joueurs et que la collectivité est importante ici, hein, pour faire une sorte de spectacle. Et que tout jeu peut être un spectacle. Et de ce point de vue-là, l'inconscient de chacun certainement prend une place importante dans le jeu, mais on ne pourrait pas réduire le jeu en tout cas à cela. Parce que par exemple dans la Maison des Bois, il est clair que le désir que la France gagne est manifeste, hein, et qu'on peut dire que là il y a effectivement l'expression d'un désir qui par l'intermédiaire du jeu peut prendre une réalité sans conséquence, sans gravité sur le cours des choses. Mais pour autant, réduire le jeu à une expression de l'inconscient, je pense que ce serait passer à côté de sa dimension collective, culturelle. Alors en fait, moi, ce serait plus par rapport au... Enfin, pas au sens propre du mot jeu, mais dans le sens plus large, comme vous l'avez dit tout à l'heure, enfin, du jeu, enfin, genre plus des jeux humains, tels la manipulation et comment devenir inhumain. Enfin, mais non, mais en fait, ce que je veux savoir, c'est que le jeu, enfin, c'est nocif. Enfin, c'est quelque chose de malsain. Oui, je comprends votre question dans la mesure où, enfin, vous entendez sûrement par là la manipulation, le fait de jouer avec quelqu'un, de jouer avec les sentiments de quelqu'un. Hein, alors, il y a effectivement dans cette idée-là l'idée forcément d'une tromperie. Et la fausseté, on a vu que jouer, c'est pour de faux, hein, là n'est plus partagée, puisqu'elle n'est que d'un côté, que l'autre ignore qu'on est en train de jouer avec lui. Hein. Alors, d'abord, sur l'expression « jouer avec », c'est une expression intéressante, j'en ai pas parlé, mais quand on dit qu'on joue avec quelqu'un, la notion de jeu vient rencontrer celle de jouet, c'est-à-dire qu'on fait de l'autre un jouet. Et c'est pour ça qu'il est question de manipulation. Hein. Alors, quel rapport avec le jeu, de manière générale? C'est que là, il y a l'application d'une technique, c'est-à-dire que les règles sont bien connues, maîtrisées par celui qui joue, Bah oui, non, mais je pense que, enfin, c'était ça aussi, le fait que, enfin, je pense pas que dans ces jeux plus humains, je veux dire, enfin, dans des rapports enfin, comme ça, de jeu, enfin, en prenant la manipulation, il n'y a pas de règles établies, enfin, il n'y a pas de règles à proprement parler, et, enfin, la personne, il va de son gré, et il n'a pas les règles, enfin, alors, c'est pour ça que c'est beaucoup plus perfide et enfin... Alors, les règles existent dans la mesure, qu'est-ce que j'entends ici par règles, dans la mesure où il sait comment et pourquoi il va effectivement produire un certain type de croyance. Hein. Et qu'il ne fait pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il applique bel et bien une technique, hein, qui est en relation étroite avec un but, hein, qui est de prendre le pouvoir. Hein. Bon, mettons dans la manipulation. Hein. Et qu'il y ait dans toute forme de jeu peut-être un enjeu général qui soit le pouvoir, c'est peut-être une idée intéressante. Hein. Le pouvoir, alors j'ai parlé de maîtrise de la règle, hein, qui permettait de faire naître son style de jeu, sa manière propre de jouer, mais peut-être que l'affect le plus puissant, hein, dans tout jeu, c'est le désir de pouvoir, qui vient être canalisé quand même et contenu, hein, dans les limites de la règle. De pouvoir ou d'avoir? De pouvoir et d'avoir, si vous voulez, oui, de posséder. Quand vous dites avoir, c'est avoir quand même une emprise sur quelqu'un, sur la personne. C'est pas vraiment une question, mais est-ce que juste vous pourriez expliciter le rôle un peu enfin, la valeur du parieur ou du supporter dans le jeu, par exemple. Enfin, est-ce que ça se vaut quelqu'un qui... Enfin, est-ce que quelqu'un qui va
est-ce qu'on a le droit de prendre parti à moitié comme ça? Enfin, est-ce que le pari, c'est un jeu entièrement différent que sur lequel il se base, ou est-ce que ça en fait partie, donc ça se vaut moins? Enfin, j'ai juste commencé à penser à ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça se vaut moins, ou c'est une partie de... Parce que c'est... vu que ça se base sur un jeu déjà à part entière, est-ce que le fait que ça se raccroche comme ça de manière... parce qu'il parie sur les joueurs. Enfin, je veux dire, c'est pas... est-ce que c'est quelque chose totalement à part qui se vaut en soi-même, un autre jeu, ou est-ce que c'est un peu une dérision du jeu moderne D'accord. Vous demandez si finalement le fait de parier sur un jeu, comme par exemple la victoire de tel ou tel camp, ou de parier pour les courses de chevaux, ou que sais-je, est un jeu qui se surajoute au jeu déjà existant, ou s'il fait partie du jeu. C'est ça, ou s'il constitue en lui-même un jeu entier. Voilà. Par exemple, est-ce qu'on a le droit de supporter quelqu'un sans rien faire pour... Est-ce qu'on a le droit d'être supporter, en fait, techniquement? Oui, je pense. Je veux dire, non, mais dans les... Est-ce que c'est... Après, il y a l'idée, peut-être, vous voulez dire, on a le droit, le parieur ou le supporter, vous voulez dire, reste dans une position de détachement, il ne s'engage pas, et pourtant, il ose prétendre qu'il joue, alors que finalement, il resterait dans une position d'extériorité, sans se mouiller, sans prendre part au jeu, c'est ça? Oui. Alors, dans le fait de parier ou de supporter, il y a vraiment l'idée que le jeu est fondamentalement un spectacle, hein, et que le spectateur peut devenir lui-même ou se prendre lui-même pour un joueur, tout comme dans le spectacle du jeu lui-même, il y a des acteurs. Hein. Enfin, je veux dire, la distinction entre spectateur et acteur est parfois problématique dans un jeu. On voit dans l'extrait de La Maison des Bois, les enfants sont acteurs, et dans une moindre mesure auteurs quand même, puisqu'ils improvisent les répliques, etc., les gestes, ils sont en même temps spectateurs. Hein. Et donc ce rapport entre joueurs, acteurs et spectateurs est peut-être essentiel au jeu. Donc est-ce qu'un match de foot, ou est-ce qu'une course de chevaux sans supporters, sans parieurs, resterait aussi excitant? Est-ce qu'il n'y a pas, dans le fait que ce soit un spectacle, une part aussi du plaisir du jeu lui-même et de l'excitation? Voilà. D'accord. Donc c'est plus une contribution qu'un jeu extérieur à ce qui est en train de se faire. D'accord. Selon moi, hein, mais... Oui, non, mais c'était... Enfin, je ne savais pas si c'était valable ou quelque chose. Merci. Moi, je voulais me baser sur une polémique qu'un jeu a fait. C'est le dernier Tomb Raider qui est sorti. Le joueur qui incarne le personnage principal, qui est le personnage que le joueur incarne, se ferait violer. Et je me demandais, le joueur incarnant ce personnage, est-ce que ce ne serait pas une atteinte au rôle du joueur parce qu'il va subir quelque chose de grave, en fait, qui est le viol? Est-ce que ce ne serait pas une atteinte aux règles fondamentales du jeu, peut-être? Ce serait explicitement... Négation du jeu. Négation du jeu. C'est plus compliqué que l'exemple précédent, hein, sur les jeux de Barbie avec le désir de tuer la mère. Évidemment, c'est autre chose, le viol. Mais celui qui... Bon, vous avez dit, il y a quand même quelque chose de grave qui arrive, et le personnage, enfin, celui le personnage principal, quoi, hein, c'est ça, celui qu'on joue, hein, se fait violer. Mais on ne se fait pas violer, on est bien d'accord? Non, mais c'est comme le joueur se reconnaît au personnage, comme vous disiez, c'est s'identifie. Voilà, s'identifie, il incarne le personnage, ça va être lui. Mais le fait que le personnage se fasse violer, est-ce que ce ne serait pas... Alors comment ça se passe alors? Parce qu'il faut savoir quel est le contexte du jeu. Enfin, moi je ne sais pas, hein, je ne connais pas du tout cette polémique. C'est une super nana. Alors ça oui, ça je suis au courant, mais de cette polémique-là, je ne suis pas du tout au courant. Il faudrait savoir plus de choses sur le contexte, hein, et sur la manière dont est montré le viol. C'est-à-dire, encore une fois, sur l'image. Hein, et de ce que l'image pourrait avoir, hein, effectivement, de choquant, de transgressif, etc. Transgressif, non pas d'abord des règles du jeu, hein, mais de valeurs, hein, qui ne font pas partie du jeu.
Donc, oui. Est-ce que je me demandais, est-ce que l'intégrité du joueur ne serait pas mise en cause et que justement le... Vous voulez dire que ça pourrait avoir des effets sur lui et qu'il oui, se sente effectivement... peut-être, mais c'est que le et qu'il jeu se serait sente détourné. violé. Voilà, c'est ça. Qu'il se sente, lui, violé. Voilà, et que le jeu serait une atteinte au même au joueur. Il le sait avant de jouer qu'il risque qu'il va se faire violer suite de l'aventure, je ne sais pas, je n'y ai pas joué. Oui, mais ça, faudrait le savoir. Parce que si on le sait, enfin, je veux dire, si à un moment donné, on sait qu'à telle étape du jeu, bon, Lara Croft se fait violer, bon, et après tout que c'est une étape du jeu, bon, bah, il lui arrive des choses terribles. Et là c'est vrai que le parallèle entre cinéma et jeux vidéo apparaît, hein, et on pourra vous répondre, hein, les concepteurs de jeux vidéo pourront vous répondre, bah oui, ça arrive dans l'histoire. Ça arrive dans l'histoire au personnage. Il se trouve que c'est vous qui faites faire des actions à ce personnage, mais voilà ce qui lui arrive dans l'histoire. Ça fait partie de l'histoire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Si vous voyez un viol, une image de viol dans le contexte d'une narration, ça va vous dire, mais c'est terrible, elle se fait... Mais non, c'est un personnage et c'est une histoire, c'est une narration. Oui, c'est vrai que c'est fictif, mais justement, c'est... Dans la mesure où, effectivement, c'est moi qui fait faire des actions à ce personnage-là, qu'il me représente dans le jeu... oui, peut-être que ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a une identification peut-être plus grande et que la distance est un peu réduite avec le jeu vidéo, comme je l'ai dit. Hein. Et donc, peut-être le risque, non pas de faire dans la vraie vie ce qu'on fait dans le jeu vidéo, mais de s'identifier clairement aux affects possibles du joueur, enfin du personnage lui-même, peut-être que là, il y a un risque supplémentaire du côté du joueur. Mais est-ce que c'est un risque inhérent au jeu lui-même? Enfin, c'est-à-dire, non, pas au jeu lui-même, c'est vraiment le joueur. Alors pourquoi, d'après vous, ça a été conçu comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle se fait violer? Parce que Lara Croft est censée être une jolie fille. Mais pourquoi est-ce qu'ils auraient prévu? Oui, mais pourquoi est-ce qu'ils ont prévu ce que ça arrive? Enfin, faut aussi s'interroger là-dessus. Quel est le motif, finalement, des game designers, des fabricants du jeu? Pourquoi avoir prévu ce viol? Peut-être que ça peut être aussi une source d'excitation de la part, enfin pour certains, peut-être qu'ils se font sur des ressorts psychologiques aussi, qu'ils ont mis à jour. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je ne sais pas quoi vous dire de plus. D'accord. Donc en fait, il a été dit que le jeu se prenait place dans l'opposition avec la vie contraignante. Mais une fois qu'il s'agit d'une addiction, est-ce qu'on peut toujours parler d'un jeu vraiment, puisqu'il y a cette perte d'équilibre qui fait que... Oui. Bon, c'est une question simple, effectivement, je pense qu'elle est en continuité avec ce que j'ai dit, puisque s'il y a addiction et que le jeu devient... remplit l'intégralité du temps de l'existence, ça devient une activité sérieuse. Et ça n'est plus un jeu, ça reste une addiction, mais une addiction, il y en a évidemment d'autres que les jeux. Hein. Ça devient effectivement une drogue particulière, celle-là, hein, je trouve que c'est le jeu. Ça pourrait en être une autre. Hein. Mais effectivement, de ce point de vue-là, il ne s'agit plus réellement de jeu. D'accord, tout en gardant pourtant les mêmes règles. Alors, tout en gardant les mêmes règles... oui, c'est-à-dire que là, on met le doigt sur l'expérience elle-même du joueur et qu'on peut difficilement séparer le jeu avec ses règles de l'expérience que chaque joueur peut faire, hein, et de la place qu'il lui accorde voilà. Et aussi de la société, c'est-à-dire l'ordre social tel qu'il fixe, hein, les moments où on joue et les moments où on ne joue pas. Hein. Et les jeux de hasard, en particulier les jeux d'argent, ceux qu'on entend comme le poker par exemple en ligne ou quoi, que l'on entend le plus comme des jeux addictifs, peuvent devenir de vrais problèmes de société. Enfin, je veux dire, on peut commencer à se demander s'il n'y a pas des moyens justement de prévenir l'addiction, hein, d'empêcher par exemple matériellement que le joueur continue en fixant comme ça des limites. Donc effectivement, ça peut devenir un problème même social, quoi.